Prendre soin, documentaire réalisé par Bertrand Hagenmüller et coécrit avec Bernard Benatar. Une immersion, vous venez de le voir, dans le quotidien de 3 soignants au cœur d'unités Alzheimer de maisons de retraite. Et loin des représentations habituelles, ce film nous a livré un regard d'une formidable humanité sur la relation qui s'installe jour après jour entre soignants et résidents au sein de ces unités. 1 an après l'affaire Orpea, l'occasion pour nous maintenant dans ce débat doc de débattre de la situation des résidents et du personnel soignant dans les EHPAD avec nos invités présents sur ce plateau aujourd'hui. Caroline Fiat, pour commencer, bienvenue. Vous êtes députée LFI de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente de l'Assemblée nationale, ancienne aide-soignante. C'est un métier que vous avez exercé pendant 9 ans en Meurthe-et-Moselle, justement. Et vous êtes également co-auteur d'un rapport d'une mission d'information parlementaire sur les EHPAD rendu en mars 2018, un rapport que vous avez réalisé avec vous. Monique Iborra, bienvenue à vous. Vous êtes députée Renaissance de la Haute-Garonne. Et puis enfin avec nous, Élise Richard, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, réalisatrice indépendante et auteure de « Cessons de maltraiter nos vieux ». C'est un ouvrage publié aux éditions du Rocher, où après 3 ans d'une enquête fouillée, eh bien, vous avez livré votre éclairage sur la situation de l'aide aux personnes âgées dans notre pays, et pas seulement d'ailleurs, dans les EHPAD, dont il va être question dans cette émission. Caroline Fiat, ce documentaire, il rend d'abord hommage au personnel soignant qui officie dans ces EHPAD et plus particulièrement dans ces unités Alzheimer qui font partie d'un certain nombre de ces EHPAD. J'imagine que vous avez ressenti des choses toutes particulières. Vous exercez encore ce métier, vous l'avez exercé en tout cas à plein temps pendant 9 ans. Vous êtes reconnu dans les propos tenus par les personnels soignants qui témoignent dans ce film? Alors, reconnu, oui et non. Il y a Oui et des non. choses sur lesquelles Oui. je partageais, d'autres un peu moins. Oui. Juste, enfin voilà, on est bien dans une unité de vie protégée, Oui. ce qu'on appelle vulgairement UVP. Quand on vous dit vos personnes en UVP, c'est une unité de vie protégée, dite unité Alzheimer, où vous n'avez que 14 chambres dans cette unité. Et je tiens à le préciser parce que du coup, ces unités ont un ratio un peu plus élevé que les autres ailes, parfois dans les EHPAD. Mais j'ai beaucoup apprécié ce documentaire en me disant que, bon, si toutes les unités de vie protégées étaient comme ça, ce serait peut-être déjà un bon début, mais ce n'est là pas Autrement le dit, cas. ce qu'ont vu nos téléspectateurs, c'est pas forcément la vraie vie, celle que vous avez vécue à l'intérieur même de ces unités. Non, bon, moi personnellement, j'ai travaillé dans un EHPAD privé lucratif. On Ouais. était 3 la nuit pour 180 résidents. Moi, j'avais 2 unités de vie protégées et un couloir soins palliatifs. Donc autant vous dire que j'avais pas le temps de border mes résidents comme on peut le voir à la fin du documentaire, mais ça existe, heureusement. Tous les EHPAD ne se ressemblent pas. Je pense que pour les collègues qui ont regardé ce documentaire, certains vont apprécier et certains vont peut-être avoir un petit pincement au cœur en se disant « mais qu'est-ce que j'aimerais avoir le temps de m'occuper autant de mes résidents ». On va écouter un premier extrait du film. C'est un aide-soignant qui nous explique pourquoi il fait ce métier. On ne peut pas le faire si on ne le fait pas avec notre cœur. Si on le fait avec notre tête, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'on le fait, on attend d'avoir l'argent à la fin du mois et on rentre chez nous. Et ce n'est pas possible. On ne gagne pas de l'argent avec ce métier. Cette aide-soignante qui témoigne des motivations qui l'ont amené à faire ce métier. Il n'est pas question d'argent dans l'esprit de cette femme qui s'exprime dans cet extrait. C'est aussi ce que vous avez constaté au gré des visites des établissements que vous avez pu faire, notamment dans le cadre de la mission parlementaire dont on a parlé tout à l'heure? Oui, je pense que ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est justement des personnes qui sont là et qui ne ressemblent pas à celles qui étaient là il y a quelques années quand on a créé les maisons de retraite. Et que les organisations n'ont pas suivi justement le fait qu'aujourd'hui, 90% des personnes qui sont dans les EHPAD sont des personnes qui ont des troubles du comportement, on l'a vu, à quel point il y avait des problèmes aussi de temps en temps d'agressivité. Et on voit
donc que les organisations qui étaient mises en place il y a quelques années ne correspondent plus du tout à la réalité des choses. Et d'autre part, on voit en même temps à quel point, même si en effet on ne retrouve pas le même taux d'encadrement de personnes dans tous les EHPAD aujourd'hui, malheureusement, on voit bien à quel point le relationnel dans le traitement même et dans l'assistance de ces personnes est important. Et qui dit relationnel, dit évidemment un nombre de personnes, de personnel suffisant pour assurer ce relationnel. Il y a eu ce livre, hein, bien sûr, les Fossoyeurs de notre confrère Victor Castanet, qui a été une véritable bombe, hein, on peut le dire, puisqu'il a révélé moult maltraitances dans les établissements Orpea, qui sont des établissements privés. Il existe aujourd'hui 7353 EHPAD dans 95 départements en France. En moyenne, c'est une place pour 10 personnes de plus de 75 ans hein, dans notre pays. 44,5% de ces structures sont publiques. 31% de ces structures sont associatives et 24% de ces structures sont privées. Vous avez travaillé dans un établissement privé et lorsqu'on parle d'Orpea, on parle également d'un établissement privé. Il y a une très forte disparité entre ces établissements, sur le coût de ces établissements, sur le nombre de personnes soignants présents dans ces établissements. Où se situent, d'après vous et d'après votre propre enquête, les principaux problèmes lorsqu'on parle de la situation du personnel soignant et des résidents en EHPAD aujourd'hui? En fait, le principal problème, très clairement, il est dans le nombre justement de personnel auprès des résidents, à la fois tout personnel confondu, c'est-à-dire voilà, l'ensemble du personnel, et notamment le personnel soignant, ça veut dire infirmiers et aides-soignants principalement, puisque globalement, sans rentrer trop dans le détail, et c'est ce que disaient justement les deux députés dans leur rapport, Ouais. on est aujourd'hui à 30 personnels soignants pour 100 résidents, alors qu'il en faudrait le double pour qu'on ait justement un accompagnement idéal, en tout cas vraiment souhaitable dans les établissements. Ça, c'est sur le personnel soignant. Et dans le personnel Avec tout un confondu. personnel soignant, je crois, plus important dans les établissements publics que dans les établissements privés, hein, Absolument. paradoxalement, hein, C'est ça, et en contrairement à ce que croient beaucoup de C'est personnes. ça, parce qu'on pourrait penser qu'en mettant en fait son parent en maison de retraite privée, en payant plus cher, on pourrait avoir un meilleur accompagnement. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est même souvent l'inverse, puisque les chiffres prouvent qu'il y a moins de personnel dans les établissements privés lucratifs que dans les établissements publics. Et ça, c'est vrai que c'est très étonnant. Alors, le point central, selon vous, c'est ce fameux ratio, finalement, personnel soignant, résident. Et c'est effectivement le point central de votre rapport commun, d'ailleurs. Vous demandez un ratio, tout simplement, entre personnel soignant et résident. Et ce ratio, il n'existe pas en tant que tel aujourd'hui. Et c'est là que réside peut-être la clé pour améliorer les choses dans ces établissements. Oui, alors en précision, enfin, on demande un ratio de 0,6 soignants au chevet du résident pour un résident. C'est le ratio minimal. C'est le ratio pour freiner la maltraitance institutionnelle. Aux Pays-Bas, c'est 1,2, je crois, pour 1. Et au Danemark, 1,4 pour 1. Nous, on demande 0,6. Mais c'est Et vous vraiment demandez dire... même à titre personnel 1 pour 1. J'ai lu Oui, ça. oui, bah, non, On mais peut moi, pas dans dans ce un dossier. monde idéal... Non, mais Oui, là, déjà... dans un monde idéal, 1 pour 1, selon vous. J'entends que doubler le nombre de personnels, ça a déjà un coût. Et là, mais au moins, on freine la maltraitance institutionnelle. Mais c'est un ratio minimal, c'est-à-dire qu'on peut largement l'améliorer. Mais en dessous, on est dans la maltraitance. Alors, les ratios, c'est les mathématiques, hein, mais là, enfin, là, on parle évidemment d'un sujet un peu plus humain. Ça veut dire qu'avec le ratio actuel, ratio moyen que vous avez cité, un personnel soignant, un aide-soignant, une infirmière va s'occuper combien de temps d'un patient par jour, en moyenne? Alors, avec le ratio actuel, on est à 25 minutes 25 minutes sur 24 par jour, heures. par résident. 25 minutes par jour sur 24 heures. Ouais. Et avec le ratio qu'on proposait, on passait à 1h30 de soins par jour par résident. Enfin, vous savez, une toilette protocolaire, c'est entre 20 et 30 minutes. Une aide au repas, c'est 10 minutes, il y a 3 repas. Changement de protection tout le long de la journée, ou alors accompagner la personne aux toilettes, c'est une demi-heure. Stop, ça y est, j'ai fini mes soins.
J'ai pris mon 1h30 pour la personne. Donc, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas... la discussion, on peut la faire pendant la toilette. Encore moins peut-être de promenade, comme on a vu dans ce film. Oui, vraiment, c'est pas... donc là, dites-vous qu'on a beaucoup moins actuellement. Et donc, une toilette protocolaire, généralement, c'est en moins de 5 minutes. Vous avez fait le même constat, je l'ai dit. Vous étiez d'accord sur ce point. Oh bah écoutez, Il faut augmenter ce ratio de personnellement, personnel soignant. personnellement, je croyais en effet ce que nous disait Caroline. Le problème, si vous voulez, c'est que au-delà du nombre de personnes nécessaires, il y a toute une organisation. Et quand on a dit, en effet, on n'a pas suffisamment de personnes, moi, ça m'a sauté aux yeux, hein, réellement. Et on a été très contesté. On a été contesté par tout le monde. On a été contesté par les établissements, et les établissements privés en particulier. Je me souviens d'une émission de télé, d'ailleurs. On a été contesté... Vous étiez contesté pourquoi? En Quels disant, étaient les arguments qu'on vous avançait? en disant que non, c'était pas vrai, qu'il y avait le nombre de personnes nécessaires et que c'était absolument faux. Et donc, à partir de là, si vous voulez, les choses se sont modifiées. Maintenant, il a fallu 5 ans quand même, hein, c'est Oui. beaucoup. Oui. Tout le monde est d'accord pour dire, en effet, vraiment tout le monde est d'accord pour dire, oui, il faut augmenter le personnel. Le seul problème qu'on dit maintenant, qu'on entend maintenant, c'est de dire, ah oui, mais on ne peut pas recruter parce que personne ne veut venir. Et donc là, on est dans un cercle vicieux duquel il faut absolument sortir. Et il faut en effet que dans la loi, et là, moi, je serai la première à le défendre, même si je ne suis pas la seule, il faudra qu'il y ait en effet, comme dans certains services hospitaliers d'ailleurs, un nombre minimum de personnes. Et moi, je précise, au chevet des personnes, pour les raisons que je vous ai données. On n'a plus les mêmes personnes aujourd'hui dans les EHPAD qu'on avait il y a 10 ans, ou il y a même moins. Et donc, c'est nécessaire. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, sur ce fameux ratio à mettre en place? Brigitte Bourguignon, qui était ministre pendant un certain temps sur ces sujets, était hostile plutôt à ce ratio, considérant que c'était des dépenses qui n'étaient pas toujours justifiées. Et puis, Monique Iborra vient de nous dire il n'y a pas de personnel. Le projet de loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit le recrutement de 3 000 très peu, hein. soignants pour les établissements. Et Emmanuel Macron, le chef de l'État, en a promis 50 000 sur l'ensemble de son deuxième quinquennat. C'est possible, selon vous? Qu'est-ce qui bloque, là? Ce chiffre-là, 3 000, déjà, c'est vraiment ridicule, en fait, par rapport aux besoins. En fait, il faudrait, globalement, rien que dans les EHPAD, recruter quasiment 150 000, en fait, personnels pour que ce soit à peu près vivable et souhaitable. Pénurie de personnel, c'est vrai? Alors, c'est vrai que le problème, en effet, c'est qu'il y a une crise de vocation, entre guillemets, ou de recrutement, parce que les conditions de travail sont très dégradées. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, comme le disait Madame Iborra. Parce qu'en effet, vu qu'il y a très peu de personnel, pas assez de personnel, il y a beaucoup d'absentéisme, donc les conditions de travail sont dégradées, donc forcément, ça n'encourage pas le personnel à vouloir travailler dans ces établissements. Le problème, c'est que si on ne recrute pas, on n'arrivera pas à attirer. Mais moi, j'ai beaucoup aimé justement dans ce documentaire, c'est de montrer justement, et parce que ça donnait la parole justement aux résidents, et on voit qu'en fait, la plupart ont besoin de parler énormément, ils ont besoin de temps d'écoute, d'accompagnement, évidemment. D'affection. De temps de toilette, etc., mais aussi de temps d'échange. Oui. Et que s'il n'y a pas suffisamment de personnel, c'est pas possible. D'avoir ce temps d'échange de qualité. Et moi, la plupart des soignants que j'avais rencontrés au cours de mon enquête me le disaient, en fait, qu'ils vivaient dans un sentiment de frustration permanent. C'est ça qui revenait sans cesse. Le sentiment, de ne pas pouvoir faire son travail correctement, de ne pas avoir les moyens, en fait, d'effectuer leurs tâches et ce pourquoi, ils étaient embauchés de manière suffisante. Et donc, ça a généré de la frustration. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, juste parce que là, le ratio, on avait calculé, ça faisait 210 000 personnes embauchées. Ouais.
juste parce que les gens sachent, il y a 180 000 infirmiers diplômés d'État qui ont changé de profession, qui ont quitté la profession. On n'arrive pas à voir le nombre d'aides-soignants, mais à peu de choses près, je pense qu'on est dans la même. Donc, en nombre de soignants dans notre pays pour venir, on les a. Même sans former, on a des gens qui ont quitté la profession parce qu'on leur demandait de maltraiter plutôt que de soigner leurs résidents. Et moi, ce que je peux vous dire, avant d'être élue députée, j'avais été licenciée et j'hésite. Je ne savais pas si je voulais recommencer, si j'ai été élue députée. Réellement, si demain vous dites aux gens, vous allez avoir un ratio, vous allez avoir le temps de faire vos soins, le temps de répondre aux personnes, ils reviendront et il n'y aura pas de crise de nos métiers parce qu'on n'attend que ça, faire correctement notre métier. Par contre, dire aux gens l'année prochaine on embauche 3000 personnes et vous serez dans la maltraitance, bah ça c'est sûr que ça ne donne pas envie. Je veux dire, au-delà du niveau quantitatif du nombre de personnes, il faut bien entendu aussi travailler sur globalement tous les métiers du soin, qui sont d'ailleurs la plupart du temps des métiers féminins. Et on doit vraiment valoriser ces métiers, pas seulement d'ailleurs au niveau du salaire, bien que ce soit quand même important, et c'est ce qu'on a commencé à faire, ce que jamais personne n'avait fait, il faut bien le dire, mais au-delà de ça, il faut donner un sens et il faut donner du temps de présence, en effet, à ces personnes. Et il faut donner une formation, parce qu'actuellement, encore une fois, je m'excuse, je répète ça parce que ça me paraît tout à fait important pour comprendre les besoins que nous avons sur ce secteur, qui est très, très important, qu'il soit au niveau de l'organisation, qu'il soit au niveau de ce dont on parle. Il faut absolument comprendre que les personnes qui sont là aujourd'hui nécessite une formation qui peut être différente ou en tout cas qui nécessite une formation supplémentaire pour les prendre en charge. Des gens, des personnes, des femmes la plupart du temps. D'ailleurs, le problème des personnes âgées, c'est un problème de femmes. C'est nous qui vivons plus longtemps et c'est des femmes qui s'occupent des femmes. Et donc, de ce point de vue-là, il faut savoir aussi être présent et être revendicatif, ce que les femmes ne savent pas vraiment faire. On va faire une toute petite parenthèse, parce que, évidemment, vous avez abordé le sujet. Le sujet, c'est le sujet salarial. Vous pouvez me rappeler combien sont payés les aides-soignants aujourd'hui ? Dans le public, c'est un peu plus élevé. Je crois qu'on est à 1005, 1006. Et dans le privé lucratif, vous pouvez gagner en dessous du SMIC. Ils y arrivent. Non, mais je tiens à le dire, parce que moi, j'ai les preuves, les fiches de salaire à l'appui. Avant le Ségur, je précise, avant les 187 € du Ségur. Ségur de la santé. De la santé, ouais. L'augmentation de 187 €. Ils arrivent à faire en sorte, parce que vous avez un contrat à 151 heures, mais au mois de février, tout le monde gagne beaucoup moins, parce qu'ils vous expliquent que vous n'avez pas fait 151 heures. C'est Corillon qui avait cet exploit, mais je préfère le dire. Ouais. Corillon, c'est une... Que les gens sachent quand ils payent là beaucoup, aussi, c'est que ça ne va pas dans notre poche. Privé, Corillon, c'est une des entreprises privées qui officient dans le secteur. On va revoir un deuxième extrait du documentaire. J'irai tout de suite après vous demander votre avis. Et là, on va parler des pathologies et du changement de personnes qui aujourd'hui vont dans les EHPAD. Le public qu'on accueille à l'heure actuelle aussi est complètement différent, si je peux me permettre, qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Les gens, ils étaient beaucoup plus autonomes. C'est quand ils ne peuvent plus rester à la maison, donc avec des pathologies peut-être plus importantes, et la maladie du siècle, l'Alzheimer. Et Monique Iborra, vous parliez tout à l'heure de la formation des soignants. Là, on comprend mieux. C'est-à-dire que les personnes qui sont accueillies, le profil de ces personnes a changé. Vous le confirmez, avec des pathologies beaucoup plus nombreuses qu'elles ne l'étaient auparavant. Est-ce qu'on n'est pas un peu victime du fait aussi d'avoir, et on continue à le faire d'ailleurs, et sans doute à juste titre, d'essayer de garder nos aïeux le plus possible à leur domicile ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent dans les EHPAD, là, ils sont perdus beaucoup d'autonomie et souffrent de pathologies importantes et nombreuses. Ce qui nécessite évidemment de soigner davantage les soignants. Oui, c'est vrai que les personnes arrivent de plus en plus tard dans les EHPAD et de plus en plus malades, avec en effet multiples pathologies très souvent.
Après, c'est vrai que la plupart des gens ont envie de rester chez eux le plus longtemps possible, donc ça peut se comprendre. Le problème, je pense que c'est un problème en fait que l'EHPAD n'est pas attirant, ne donne pas envie aux personnes d'y aller avant que ce soit vraiment le dernier recours, et c'est bien ce qui pose problème aujourd'hui. Parce que l'EHPAD, ce n'est pas une maison de retraite, hein. Ça s'adresse déjà aux personnes en C'est une maison de retraite médicalisée en fait. Donc, absolument, hein, mais ça il faut bien le préciser. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment à destination des personnes qui sont en perte d'autonomie. Mais donc, il y a un peu cet effet repoussoir aujourd'hui de l'EHPAD, qui peut être alimenté en effet par ce qui circule dans les médias, etc. Mais la question, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on veut vieillir, où, comment et avec quels moyens. Et le problème est pourquoi les EHPAD ne donnent pas envie, mais parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'on ne peut pas proposer assez d'activités aux résidents. Donc forcément, en fait, ça reste le dernier recours et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez de personnel. Et d'autant plus que les résidents ont de plus en plus de pathologies. Sur ce qu'on vient de se dire, cette image qu'on a de l'EHPAD aussi, une forme de mouroir, je ne sais pas si on peut prononcer le mot, mais oui, c'est un peu l'image parfois qu'on a, hein, une image un peu collective de mouroir, de personnes où il y aurait maltraitance, malveillance à l'intérieur de ces établissements. Dans mon idéal, déjà, l'image qui s'est... Les EHPAD, si on arrive à avoir un projet de loi sur l'autonomie, je pense que je proposerais de changer de nom. Parce que là, la connotation est tellement négative dès que vous dites le mot EHPAD qu'on ne s'en sortira pas. Et que si on met des moyens, imaginons qu'on suive les 31 préconisations que nous proposons, il ne faut plus que ça s'appelle EHPAD. Parce que c'est connoté négativement. Et sincèrement, le virage... Maison senior, ouais. Maison de vie... parce que, un peu de gaieté dans ce monde de brut. C'est souhaitable, oui. Et quand on est allé aux Pays-Bas, ils n'ont pas le problème du virage dit domiciliaire. Le maintien à domicile aux Pays-Bas, c'est 2%. Mais il y a une offre. Il y a une offre en face. Quand vous présentez à la personne le super village, dit village Alzheimer, où les gens vivent dans une maison où il y a 4 personnes dans la maison, où toute la ville vit dans cette ville dite Alzheimer, mais les gens demandent que ça d'y aller. Et pour les soignants, parce que c'est ça le plus important, nous, on a besoin que les résidents entrent en bonne santé. Oui, en bonne santé, qu'on connaisse leurs habitudes. Moi, si je m'occupe de Madame Machin pendant 8 ans, et que je sais que à chaque fois que j'amène une compote de poire, elle me dit « Ah, mais tu sais bien, Caroline, que j'aime pas la poire. Ah non, j'ai jamais bu de lait, j'ai jamais aimé le lait. » Mais quand cette personne sera alitée au fond de son lit, je connaîtrai ses besoins. Et je sais que quand je verrai la compote de poire arriver, c'est même pas la peine que j'essaye de lui donner, elle la mangera pas, elle n'aime pas. Plutôt que de mettre une croix, n'a pas faim. Oui, oui, simplement, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, aujourd'hui, nous parlons des EHPAD, évidemment, mais c'est qu'un élément dans toute dans la société dans laquelle nous vivons, où nous vivons de plus en plus longtemps, et où tout le monde souhaite, évidemment, nous comme d'autres personnes, de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Ce qui nécessite, en effet, au-delà de l'organisation des EHPAD, d'avoir une vraie grande loi grand âge que nous n'avons pas encore, mais que... Alors, la vraie grande loi grand âge. Oui. Alors ça fait un moment qu'on nous en parle. Hein. Oui, c'est pas mais on va en parler encore. Cette mandature-là, c'est pas de la mandature précédente, et c'est pas non plus la mandature sous la présidence de François Hollande. Tout le monde en parle depuis des années. Pourquoi on n'y arrive pas? Eh bien, on n'y arrive pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que, et ça il faut le souligner aussi, hein, c'est pas du tout de la faute des soignants, c'est pas forcément la faute des gouvernements, on pourra en parler. C'est aussi le regard que la société, nous avons, nous, en France, sur les personnes âgées. Et ça, c'est très tenace, vous savez. On peut changer les choses en disant, ben oui, il faut augmenter le taux d'encadrement. On peut le faire, il suffit de mettre de l'argent, on peut le faire. Changer les mentalités et le regard que nous avons quand nous sommes jeunes sur ceux qui le sont moins. En France, si on le compare avec des pays nordiques ou même plus proche de nous, l'Espagne, pour parler que de l'Espagne, le regard des personnes âgées dans la famille n'a rien à voir avec ce que nous avons, nous. Donc, il faut en tenir compte aussi.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de la disparité qu'on peut observer sur le prix des EHPAD. Selon Unisanté, le tarif mensuel moyen s'établit à 3 900 € à Paris, 3 400 € dans la périphérie de Paris. Et puis alors, si on va dans le Cantal, la Haute-Saône, la Meuse, ce tarif est inférieur, tarif mensuel bien sûr, à 1 800 €. Énorme disparité. Est-ce à dire que les résidents n'ont pas le droit à la même attention dans tous ces établissements, ou c'est simplement lié à la situation de ces établissements, soit en milieu urbain, périurbain ou rural? Il y a le prix du foncier, en effet, qui joue dans le tarif que payent les résidents, dans le tarif d'hébergement. Après, comme on le disait tout à l'heure, en fait, ce qu'on paye, ce que les résidents payent, ne garantit en rien la qualité d'accompagnement. Très souvent, un prix élevé, notamment en région parisienne, dans des villes assez bourgeoises, etc., comme à Neuilly, etc., on va payer tout ce qui est hôtellerie. Donc ça veut dire peut-être des chambres plus spacieuses, etc., mais on n'aura pas forcément plus de personnel, en fait. Et ce dont ont besoin les résidents, on y revient. C'est le personnel. Parce qu'en fait, on peut avoir une très belle chambre. Si on n'a personne pour s'occuper de soi, pour échanger, pour vous accompagner aux toilettes, etc., en fait, ça ne sert à rien. Donc, le nœud du problème, il est vraiment sur le taux d'encadrement. Il y a 3 sources de financement pour un EHPAD aujourd'hui. Vous peut-être nous les rappeler. Il y a le département. Le département, l'État et... L'État pour les soins. Oui, la partie soins, c'est l'État. La partie hébergement, c'est le département. Après, il y a le reste à charge. Les familles, et la caisse d'allocation familiale, parce que vu qu'il y a une partie hébergement, vous avez le droit à une APL ou une allocation d'autonomie. Mais alors ça, c'est pareil, quoi, si les gens pouvaient la demander, parce que le non-recours est assez énorme. Est-ce que le coût, avec les chiffres que je citais là, ces disparités, est plus important en France que dans un certain nombre d'autres pays européens? On va croire que j'ai des actions aux Pays-Bas, je vous jure que non. Ouais. Mais aux Pays-Bas, c'est quand on avait fait le rapport, entre 0 et 2 000 € selon vos revenus. Et j'invite tout le monde à aller voir là-bas parce que c'est tellement... voilà. Donc si vous n'avez pas les moyens, c'est 0. Et pour ceux qui ont les moyens, c'est 2 000 € par mois. Oui, je pense que la différence vient du fait aussi que, comme beaucoup de nos politiques publiques, ces politiques publiques sont très marquées par une forte dimension technocratique. Et que, alors que le financement dans les pays nordiques ou ailleurs est relativement simple, il n'y a pas 3 financeurs, il n'y a que chez nous où il y a aujourd'hui 3 financeurs. Le conseil départemental, ce que les gens ignorent d'ailleurs, la plupart du temps, le conseil départemental... Puisqu'ils sont en charge des départements de la dépendance, justement. Absolument, sur la dépendance, la sécurité sociale sur les soins et l'hébergement, donc les personnes âgées. Mais quelle différence peut-on faire entre le soin et la dépendance quand on parle des personnes qui sont aujourd'hui dans les EHPAD? Aucune. Et pourtant, on a toujours 3 financeurs. Et ça, c'est une des réformes, absolument, une des premières réformes. Mais vous imaginez comme elle peut ne pas être simple, une des premières réformes qu'il faudrait faire pour baisser le reste à charge des personnes. Vous voyez qu'on a besoin d'une réforme. C'est le fameux changement de modèle que vous préconisez d'ailleurs toutes les deux dans ce rapport. Alors vous preniez souvent, c'est vrai, comme référence les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du suivi, du contrôle des établissements dont on parle aujourd'hui, les EHPAD, à comparer aux autres pays européens? À l'évidence, il y a beaucoup d'autres pays, dont les Pays-Bas, où les contrôles sont plus importants. D'ailleurs, on ne prévient pas des contrôles, où ce sont des organismes indépendants qui officient pour faire la contrôle de ces établissements. Aujourd'hui, en France, on a imposé un contrôle tous les 2 ans, suite à cette fameuse affaire Orpea. Ça suffit? Est-ce que les contrôles sont bien mis en place dans notre pays? Qu'est-ce qui manque à ces contrôles pour être plus efficients? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un renforcement des contrôles depuis l'affaire Orpea, parce que les contrôles étaient vraiment
pas inexistants, mais en tout cas n'avaient aucune utilité parce que souvent, en effet, on prévenait à l'avance. Ouais. Et Quand on se rendait sur place, parce que j'ai vu qu'on contrôlait aussi à distance sur des fichiers Excel, c'était un contrôle très comptable finalement, Et le problème après, sur un problème très humain. c'est toujours les moyens qu'on y met. Donc il faut qu'il y ait plus de contrôleurs. Mais finalement, le problème, en fait, c'est pas tant de contrôler, parce qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements dans ces établissements-là, publics, associatifs ou privés. Donc on a beau contrôler. Là, vous si dites on sait grâce à vous, qui avez Non, par mais, exemple ça fait enquêté des pendant années. 3 ans, on sait parce qu'il y a des lanceurs Il y d'alerte. a des rapports parfois dans les parlementaires établissements. aussi qui le disent. Ouais. Enfin, c'est pas nouveau en fait. L'affaire Orpea, enfin l'affaire des Fossoyeurs a lancé une bombe comme vous le disiez, mais en même temps c'est des choses qu'on savait depuis des années, qui étaient répétées, qui étaient dites dans de multiples rapports. D'ailleurs, le titre de votre livre, Cessons de maltraiter nos vieux. Bon, il est C'est sorti assez avant le éloquent. livre de votre confrère. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les différents contrôles ne vont rien révéler de ce qu'on sait déjà. Et le problème, pour moi, encore une fois, c'est plutôt de mettre des moyens pour améliorer justement la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées aujourd'hui. Et donc, plus que de faire des contrôles, je pense qu'on devrait mettre plutôt l'argent, finalement, pour mieux rémunérer le personnel, pour encourager les formations, etc. Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé... Est-ce qu'on peut davantage conditionner le financement public de ces établissements, par exemple, par rapport au ratio personnel soignant résident ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si on fixe un ratio, s'il est respecté, à ce moment-là, l'aide publique va aller à ces établissements. Si ce n'est pas le cas, on ne verse pas d'aide publique à ces établissements. Est-ce que c'est possible, ça ? Oui, ça peut être une bonne solution, a priori, si un ratio minimum est imposé, que les établissements qui ne le respectent pas n'aient pas de financement public, ça tout à fait. Alors un mot toutes les deux avant la fin de cette émission sur le contrôle et comment on peut mieux contrôler les choses. Est-ce qu'il faut contrôler tous les établissements ? Est-ce qu'il faut contrôler ceux dont on sait qu'il y a une alerte ? On ne peut contrôler que les règles fixées. Là, actuellement, il n'y a plus aucune règle fixée. La maltraitance institutionnelle est devenue un fait, et donc vous allez envoyer des gens contrôler le niveau de la maltraitance. Donc moi, je dis, mettons les moyens, fixons les règles ensemble, et ensuite, contrôlons. Mais là, contrôler l'impensable, je peux déjà vous dire, les résultats des contrôles, ça ne va pas être brillant. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans le PLFSS, là, on a renforcé en effet considérablement les contrôles. La seule chose, moi, ce que je pense, c'est personnel, on ne peut pas vivre tout le temps dans une société de contrôle. Il faut intervenir en amont parce qu'on sait quelle est la nature de ces contrôles, on sait la nature de ces dysfonctionnements. Eh bien, il y a un problème de moyens, mais pas seulement. Il y a un problème, en fait, de définition de la politique qu'on veut mener pour les personnes âgées en EHPAD et ailleurs. Nous ne l'avons pas encore, mais nous l'espérons. Votre groupe Renaissance a une majorité ici à l'Assemblée nationale, certes relative, mais elle va peut-être pouvoir faire avancer les choses. Merci vraiment à toutes les trois d'être venues sur ce plateau aujourd'hui pour parler des EHPAD. Après notre documentaire intitulé « Prendre soin », vos réactions, ça sera sur #Débadoc sur Twitter. Merci à Selma Sali qui, comme à l'accoutumée, m'a aidé à préparer cette émission. Et rendez-vous pour un prochain Débadoc avec, bien entendu, son documentaire et son débat. À bientôt.